Aujourd'hui, on va parler de fascisme, de pop culture et de psychanalyse. Oui, c'est possible, tout ensemble. Je vais vous parler d'un film que j'ai revu récemment, qui me touche à chaque fois que je le vois, en tant que spectatrice, mais aussi et surtout en tant que psychanalyste. Je vais vous parler de V pour Vendetta. À l'origine, c'est une BD, je ne sais pas si vous le saviez, mais elle est sortie en 82. Elle était écrite par Alan Moore et dessinée par David Lloyd. J'ai eu la chance d'ailleurs d'en voir des planches originales au musée de la BD d'Angoulême l'année dernière. Ce musée est fantastique pour tous ceux qui aiment la pop culture. Bref, cette BD, elle a donné naissance à un film culte en 2006 avec Hugo Weaving, avec Nathalie Portman qui était extraordinaire dans ce rôle. C'est une histoire qui nous parle de nos peurs, qui nous parle de nos désirs de révolte, et puis surtout qui va nous parler de ce qui se passe psychologiquement quand on vit dans un monde qui cherche à nous faire obéir et surtout qui cherche à nous faire taire. V pour Vendetta, c'est l'histoire d'un régime qui s'installe au nom de la sécurité, au nom de la morale, au nom de l'ordre, avec un grand O. Comme toujours, hein, c'est toujours comme ça que les régimes s'installent. C'est un monde où la peur est très organisée, elle est entretenue, et on peut même dire qu'elle fait partie de l'organisation administrative, hein, de ce régime. Il y a des milices qui surveillent les rues. Et puis dans tout ça, voilà qu'un personnage masqué, V, vient troubler tout cet équilibre. Il vient réveiller les habitants en essayant en fait de leur rappeler quelque chose qui est très humain et très interne à chaque être quel qu'il soit, c'est que dans le fond, personne ne veut être soumis. Et donc il vient réveiller chez la population le désir de ne pas être soumis au régime dictatorial. Dans ce monde, on voit que les gens ont peur H24, ils ont peur de sortir, ils ont peur de se parler entre eux, ils ont peur même de penser, parce que s'ils pensent un peu trop fort, ça peut se savoir. Et puis surtout, on voit qu'ils ont appris à justifier cette peur, à lui donner du sens. Finalement, ils se disent, bah, c'est pour notre bien, c'est nécessaire, oui, mais on n'a pas le choix, oui, mais c'est que temporaire. On peut, en fait, sans aucun doute, dire que le régime politique qu'on nous propose dans ce film et dans cette BD, c'est un régime totalitaire. Pas seulement autoritaire, hein, mais totalitaire au sens psychique du terme. C'est-à-dire que c'est un système qui cherche à contrôler les comportements, certes, mais qui cherche aussi à contrôler les opinions, les émotions et même la manière dont les gens pensent le réel, comment ils interagissent avec la réalité. Et ça, c'est vraiment un marqueur très très fort des systèmes totalitaires. Et vraiment, dans cette histoire, on en trouve tous les marqueurs. On trouve la surveillance, la propagande, le fait que la vie privée s'efface totalement, soi-disant pour la sécurité du plus grand nombre. C'est une idéologie qui est clairement inspirée du fascisme, parce qu'on retrouve, en plus de tous ces marqueurs totalitaires, on retrouve du nationalisme moral, c'est-à-dire qu'on nous parle de Dieu, d'un ordre, de quelque chose de supérieur qu'il faudrait suivre. Il y a beaucoup de puritanisme. Il y a des boucs émissaires, hein, les minorités sexuelles, les minorités politiques et culturelles sont désignées comme des ennemis de la nation. Et la population est vraiment encouragée à lutter contre ces ennemis autodésignés. Donc en résumé, euh, le monde dans V pour Vendetta, c'est une dictature d'un point de vue politique, c'est un régime fascisant ou fasciste dans son idéologie, mais surtout c'est un système totalitaire de par son fonctionnement psychique. Et c'est là où ça devient intéressant d'un point de vue clinique, psychologique, c'est que le pouvoir, il ne repose pas seulement sur la violence extérieure, il repose surtout sur l'intériorisation de la contrainte. Parce que oui, il y a des caméras partout, il y a des micros, tout est surveillé extérieurement, mais la surveillance, elle est devenue intérieure, interne à chaque individu, à chaque habitant. Les gens se censurent avant même qu'ils soient menacés, en fait, par l'ordre établi. Ils pensent à la place du pouvoir, finalement. Et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'en thérapie, on le voit tout le temps. On ne le voit pas que dans des états dictatoriaux, on le voit dans des familles, on le voit dans les couples, on le voit dans des environnements professionnels ou dans des institutions. Quand on voit qu'on est dans un système, une dynamique où quelque chose nous fait mal, mais finalement la douleur, elle devient normale, elle devient familière et par ça, elle est presque rassurante. En psychologie, on appelle ça une adaptation défensive, c'est-à-dire qu'on va préférer une souffrance connue à une liberté inconnue et donc incertaine. C'est
quelque chose de très physiologique avant d'être psychologique, hein. C'est que notre système nerveux, il est là pour nous sauver la vie face au danger. Or, l'inconnu, c'est du danger. C'est ce qui nous évite, a priori, de manger des fruits ou des baies inconnus dans la nature parce que ça pourrait être du poison. Ce réflexe automatique et animal, il s'applique en particulier, enfin en général, à chacune de nos situations humaines. Face à quelque chose de nouveau, notre premier réflexe, ce sera toujours de nous mettre sur la défensive. Et donc, ça vaut aussi, même quand on sait que c'est pour notre bien et que ce serait mieux que l'on aille vers cette nouvelle liberté ou vers ce petit quelque chose qui nous semble moins douloureux que ce qu'on vit actuellement. Aparté terminé. Heu et donc dans l'histoire de V pour Vendetta, c'est dans cet environnement politique et humain-là que V arrive. V, c'est une espèce de justicier masqué, on ne voit jamais son visage, on aperçoit un tout petit peu, ses mains, on se rend compte qu'il est complètement brûlé. Bon bref, sans rentrer dans les détails du personnage, pour nous focaliser sur ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, V, c'est une figure très ambivalente. Il est à la fois, l'image de la libération, hein, donc c'est très euphorisant et en même temps il est inquiétant. Il est séduisant parfois et en même temps, bah, il tue des gens et il peut être même très dérangeant dans son comportement. On voit aussi qu'il n'est pas là pour rassurer la population, il est là vraiment pour mettre le détonateur, pour réveiller. Il fait pas de promesses, il est pas en train de dire, «Suivez-moi et on aura un monde meilleur derrière». Non, il est là pour faire exploser le système, créer une rupture, voilà, un changement drastique. On peut dire que ce qu'il fait, ou plutôt ce que ce personnage incarne, c'est le moment très précis où la peur change de camp. Et ça, en psychologie, on appelle ça un déplacement du rapport à l'angoisse. C'est-à-dire que l'angoisse, pour les habitants, elle est toujours présente, seulement elle n'est plus paralysante, c'est plus quelque chose qui les bloque. C'est une angoisse qui va pouvoir être transformée, sublimée en autre chose. On voit quand même que le personnage de V, ce n'est pas du tout un personnage fin psychologue, hein. Il n'est pas thérapeute, il n'est pas là pour, soigner, faire du bien, améliorer le bien-être des gens. Il est là pour confronter et je trouve que son lien avec le personnage d'Ivy est vraiment central sous cet angle-là, sous ce prisme-là. Ivy, au début du film, de la BD aussi, mais j'en parle un peu après. Ivy, c'est une jeune femme, fragile, isolée, qui veut surtout passer inaperçue. Elle est vraiment dans une position de protection, de retrait. Moins je me montre, moins je risque d'être, blessée, tuée, violée. Et puis bon, il se passe ce qu'il se passe, elle vit une expérience radicale, sa rencontre avec V. À un moment, elle est enfermée, elle, vit une perte et une peur extrême. En fait, ce qu'elle vit, c'est ce qu'on peut appeler un traumatisme, hein. La question d'ailleurs sous-jacente dans le film, elle est quand même assez vertigineuse, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à aller vers la meilleure version d'elle-même, enfin de lui-même pour quelqu'un? C'est clairement une question qu'on me pose très souvent en thérapie, hein, ou en thérapie de couple, ou quand quelqu'un me parle de son conjoint, de son enfant qui ne va pas bien, qui fait une dépression. Oui, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à aller mieux. C'est du moins la réponse que je fais systématiquement. Là, la question du film quand même, enfin la question se pose dans le film. Est-ce qu'on peut libérer quelqu'un par la force en le terrorisant? Est-ce que, heu, on peut transformer quelqu'un de manière justifiée, hem, en le choquant, en lui faisant vivre quelque chose de terrible? On le sait quand même en psychologie et d'autant plus en psychanalyse que le traumatisme, c'est pas que le moment qui fait mal, c'est pas que l'événement douloureux, c'est surtout parce que on vit quelque chose qui va déborder nos capacités psychologiques, qui font que, voilà, c'est pas l'événement en lui-même, c'est plutôt la manière dont on vit les choses qui font que ça devient un traumatisme. Et la scène, d'enfermement d'Ivy, elle est quand même très, très ambiguë et très dérangeante sur ce point-là, parce qu'on peut dire que ce qu'elle vit, c'est une torture, une période assez longue visiblement de torture. Or le film, il nous en propose une version presque romantique, hein. Elle va souffrir et finalement elle va devenir elle-même et après ça être totalement libre. Dans la réalité, on sait que la souffrance, ça fait souffrir, que et que d'abord elle va désorganiser psychiquement, elle va traumatiser, heu, psychologiquement et physiquement et que c'est seulement le travail psychique
autour de la souffrance qui permet parfois une transformation vers du positif, parfois. Donc il y a vraiment tout un travail d'élaboration qui doit se faire autour de la souffrance et du traumatisme. Or là, on nous présente Ivy comme devenant libre parce qu'elle a eu peur. C'est pas vrai, c'est parce qu'elle a donné du sens à ce qu'elle a vécu et d'ailleurs, à ce qu'elle a vécu depuis toute petite parce qu'on se rend compte qu'elle a vécu quand même une série d'événements extrêmement traumatiques depuis sa plus tendre enfance. En psychanalyse, c'est ce qu'on appelle un travail de subjectivation. C'est-à-dire qu'elle va retravailler, repenser à tout ce qu'elle a vécu et elle va mettre du sens à tous ces différents événements qui ont percuté et fait exploser sa vie à différents moments de son existence. C'est là où le film, il nous parle de quelque chose de très important et que je tiens à rappeler ici, c'est que la liberté, ce n'est pas l'absence de peur. Je le redis. Être libre, ce n'est pas ne plus connaître la peur. Être libre, c'est être capable de vivre avec la peur sans que ce soit elle qui décide à notre place. C'est nous qui décidons et la peur, oui, elle fait partie de notre quotidien. Que l'on vive des choses difficiles ou non, on vit tous avec de l'angoisse et de la peur. Mais pour autant, la liberté, ce n'est pas ne plus avoir peur, c'est choisir ce qu'on fait et non pas être dicté seulement par nos instincts de survie. Je vous disais tout à l'heure que là, je parlais plutôt du film. Donc, je tiens à dire quand même que le film, c'est une version très douce de la BD originale. Dans la BD, le personnage de V est quand même beaucoup plus froid, beaucoup plus rigide et beaucoup plus inquiétant que dans le film. Euh, c'est un terroriste. Il est un terroriste assumé. Il manipule parce que pour lui, la fin justifie les moyens. Et donc, en ce qui concerne sa relation avec Ivy, il la manipule complètement, sans tendresse. Il veut la transformer et il s'en fiche si, en cours de route, elle est complètement brisée comme un pantin. Dans la BD, Ivy est très jeune, plus jeune que dans le film où c'est une jeune fille de 25-28 ans, on ne sait pas à peu près, mais en tout cas une jeune femme. Dans la BD, c'est vraiment une très jeune fille, c'est une enfant encore. Elle est très vulnérable. Et en fait, s'il décide de la prendre sous son aile, c'est que tout simplement, il la sait condamnée. Elle va être condamnée par le régime s'il l'abandonne à son triste sort. Donc techniquement, ça ne lui changerait rien pour lui. Il décide de s'en occuper comme d'une expérience sociologique. Et ce qu'il crée, c'est une relation d'emprise. Il est dans une situation où il détient le sens, il détient la narration, le pouvoir, et il lui donne des bribes d'informations comment on dit, pour la manipuler et l'emmener dans le sens qui l'intéresse lui. Et ce qu'il veut, c'est avoir un deuxième lui qui pourra lui succéder. Et c'est ce qui se passe dans la BD. Dans la BD, Ivy ne devient pas une jeune femme libre émancipée qui part vivre à l'extérieur de la demeure de V. Non, elle devient littéralement V. À la disparition de V, elle reprend le masque, la cape, elle prend le rôle, elle prend la fonction. Et en fait, elle est devenue une marionnette qui a intégré complètement l'idéologie de V. D'ailleurs, en psychologie, c'est très connu, ça s'appelle une identification à l'agresseur. C'est-à-dire que quand on vit une situation de violence extrême, pour y survivre, on devient ce qui nous a fait violence. Donc la BD, elle est beaucoup plus pessimiste que le film. Elle dit pas c'est super, faisons la révolution et le monde entier sera libéré, ou c'est super, vivons un événement dur qui nous confronte à notre passé douloureux et on sera libéré. Non, la BD, elle est vraiment là pour nous dire attention, toute révolution risque de reproduire ce qu'elle disait combattre au départ. Et ça, moi personnellement, je trouve ça beaucoup plus passionnant parce que ça dérange justement. C'est beaucoup moins optimiste et gentillet que le film, mais ça nous oblige à douter. Or, le doute est essentiel. Si on ne doute pas, alors on est violent. Et la BD, elle nous dit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise violence, il y a de la violence tout court, et elle nous fait poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qui justifie d'être violent ou non. Donc V, c'est vraiment une figure, on pourrait dire, de sublimation extrême, parce que ce n'est même plus un être humain. Là aussi, je me base plus sur la BD que sur le film, où il y a
de la romantisation, une espèce d'amour qui se crée entre Ivy et V. Dans la BD, V, c'est un symbole, c'est la personnification d'une idée. D'ailleurs, c'est ça, hein, il a utilisé toute sa souffrance, toute sa rancœur, toute sa colère, bien légitime, pour créer un projet politique. Il ne vit que pour ça, il ne vit que pour son idée. C'est l'objectif unique de sa vie, et d'ailleurs, il n'est même plus un être humain à part entière, il n'est plus que la représentation visuelle de son idéal politique. Et ça, c'est vraiment une question centrale qui se pose, je trouve, quand on suit cette histoire, c'est est-ce qu'on peut combattre un système inhumain euh, sans se déshumaniser soi-même? Parce qu'en fait, dans les systèmes politiques totalitaires tels qu'on l'a vu dans l'histoire, hein, le XXe siècle regorge malheureusement d'exemples de ce titre. À chaque fois, ça a toujours fonctionné pareil. On passe par d'abord instauration d'un système de peur, de la propagande, on désigne des ennemis et surtout on simplifie le réel. Il faut que tout soit simple, qu'on nous dise voilà, le système, la problématique est très complexe, mais on a des solutions toutes trouvées. Et pour que tout ça fonctionne, il faut un ingrédient essentiel, c'est la participation des gens, la participation ordinaire des gens. Je ne peux pas m'empêcher de penser à mon grand-père qui a été envoyé en STO, en camp de travail en Allemagne, et qui, à la libération, s'est vu libéré, c'est-à-dire qu'on lui a juste dit les Américains arrivent, barrez-vous, et qui donc est rentré comme il a pu en France de son côté. Et lui, il m'a toujours dit les Allemands étaient des gens comme les autres. Les Allemands, tous, à leur niveau, ils faisaient ce qu'on leur demandait. Et ça, c'est ce que Hannah Arendt a expliqué quand elle parle de la banalité du mal. C'est que le mal, il ne vient pas de la haine pure. Il vient rarement de la haine pure. Le mal, il vient de l'absence de pensée, il vient de l'absence d'élaboration. Et ça, on le voit vraiment dans cette histoire dans V pour Vendetta. Oui, il y a un tyran, mais il y a surtout tout un peuple qui s'habitue à ne plus penser, à se laisser couler, à trouver des excuses pour ne pas trop déranger ce système-là. Et sans rentrer dans de la parano ou sans rentrer dans des théories du complot, on peut quand même se demander aujourd'hui, hein, est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans un système qui a tendance à couler vers ce système-là? Il y a quand même de la peur comme moteur politique, il y a la surveillance numérique de partout, il y a beaucoup de polarisation des idées, il faut qu'il y ait un extrême droite, une extrême gauche, et au milieu, il n'y a rien, on parle vraiment de deux extrêmes et on a l'impression que c'est très manichéen. Et puis surtout, on nous propose des solutions très très simples, très simplistes à des problèmes qui, fondamentalement, sont extrêmement complexes. On parle d'humanité, on parle de géopolitique, on parle de sociologie, et on nous dit il suffit de fermer les frontières ou il suffit de taxer les gens qui sont au RSA. Enfin, sans même rentrer dans la compréhension exacte du système et donc de comment est-ce que potentiellement cette mesure pourrait agir positivement ou non, on ne peut quand même pas être aveugle au point de se rendre compte que à des problèmes aussi complexes, il suffirait de instiller telle petite mesure. Et donc psychiquement, la vraie question, c'est pas est-ce qu'on est contrôlé, parce que ça, oui, on le sait, hein, on est écouté par nos téléphones, nos ordinateurs. On sait que l'État, par le biais des administrations sociales, ont accès à nos comptes bancaires, que si on a le malheur de bénéficier d'aides sociales, eh bien potentiellement la CAF peut nous demander de justifier pourquoi on a fait telle dépense qu'ils voient sur notre compte. Donc oui, on est contrôlé, la réponse, elle est claire. Maintenant, la vraie question, c'est à quel moment est-ce qu'on se tait pour être tranquille? À quel moment on renonce à une part de nous pour ne pas déranger le système, pour ne pas gêner, ce qui existe déjà ou pour ne pas nous mettre trop en danger. Et ça, ce film, je trouve qu'il est vraiment intéressant parce que, oui, il y a une très belle scène finale avec, toute la foule habillée en V,
tous ces masques, finalement, c'est comme si la population tout entière, incarnait V. Maintenant que V est décédé, V continue de vivre grâce à chaque individu, vivant ou non d'ailleurs, puisqu'on voit, l'image de tous ceux qui sont décédés au cours du film qui apparaissent sur cette scène finale, qui est très, très belle dans le film, hein, vraiment. Mais ce film, il est pas en train de nous dire, «Révoltez-vous et le l'avenir sera un arc-en-ciel brillant et tout ira bien dans un monde de bisounours». Là où vraiment je trouve intéressant, le film, comme surtout la bande dessinée derrière, c'est que la question que n'importe qui doit devoir se poser quand on voit ce genre d'histoire, c'est: «Où est-ce que j'ai renoncé à quelque chose à moi-même? Où est-ce que j'ai renoncé à une part de moi? Qu'est-ce que j'ai sacrifié simplement pour avoir un petit peu plus de tranquillité vis-à-vis de ma conscience, de mon ego, de ma petite voix intérieure?» Et peut-être que c'est ça, hein, la vraie révolution, la vraie subversion, c'est pas de tout faire exploser, c'est de recommencer à penser déjà. À penser déjà soit avec soi-même, pas de dire ça sur tous les toits et d'exposer ses idées à tout le monde, non. Déjà de penser, élaborer, douter. S'il n'y a pas de doute, alors il n'y a pas de pensée. Ensuite, peut-être en parler et puis surtout, apprendre à ne pas céder complètement sur son désir. Et ça, finalement, c'est une question qui est très, très simple, qui est très, très intime, que je vous pose aujourd'hui. C'est: qu'est-ce que vous avez accepté de perdre pour être tranquille dans votre vie actuelle? Et qu'est-ce que vous êtes prêt surtout à risquer pour rester vivant? N'hésitez pas à partager tout ça, tout ce que ça vous est remonté en vous, tout ce que ça initie chez vous dans les commentaires sous cette vidéo. En attendant, prenez très bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.